Bon, est-ce que tout le monde est prêt, bien installé? Voilà, on va bientôt commencer. Donc, d'abord, je m'appelle Adrien Dupuis et j'ai grandi ici en Ardèche, à Balazuc, à la ferme de mes parents. Et j'ai beaucoup apprécié ma jeunesse, mon enfance, à jouer dans la forêt avec des collègues ici. Et j'ai tellement aimé ma jeunesse que par la suite, j'ai souhaité que mes enfants, que nos enfants, plus tard, aient la même chance de vivre cette même joie, de vivre dans la forêt, de grandir dans ce cadre. Et donc, j'ai dédié ma vie par la suite à étudier la science du reboisement. Comment créer de la forêt et puis comment la conserver. Et c'est pour ça que je me suis lancé à l'aventure. Et un jour, j'ai écouté les mots de Francis Hallé, que vous connaissez peut-être, le célèbre botaniste français. Et il a dit, plus on se rapproche des tropiques, de l'équateur, plus il y a de biodiversité. Mais aussi, plus vite elle disparaît. Je me suis dit, ah, c'est là qu'il faut que je sois. Là, il y a beaucoup d'enjeux. Et donc, j'ai continué l'aventure en Polynésie française, où j'ai réalisé mes études au lycée agricole d'Opunohu, à Moorea. Et puis par la suite, j'ai commencé ma vie active en Nouvelle-Calédonie, où j'ai commencé à travailler dans le reboisement, sur des sites miniers de nickel, chez des exploitants forestiers et chez des associations. Donc là, j'ai commencé un petit peu l'apprentissage. Et par la suite, en Guyane française, et là, j'ai travaillé sur une mine d'or pour reboiser la mine d'or. Et là, pour moi, ça a été l'envolée professionnelle. Là, je suis resté 2 ans et demi et j'ai pu faire toutes les étapes de A à Z jusqu'au suivi des plantes et des arbres derrière. Et là, on a commencé à toucher du dur. Ensuite, je suis allé au Pérou, où j'ai aussi travaillé dans le reboisement pour une association qui visait à conserver la forêt et la médecine ancestrale. Donc, super expérience humaine et professionnelle. Et puis, dernièrement, la mine d'or m'a rappelé en Guyane, sur un autre site, pour une nouvelle mission qui était d'implanter un jardin syntropique sur le site avec le double objectif, nourrir les mineurs et régénérer la forêt. Donc là, j'ai pu expérimenter ce que je voulais expérimenter depuis longtemps, c'est-à-dire l'agroforesterie syntropique. Et après tout mon parcours, pour moi, c'est la quintessence. Le cours que je vais vous donner ce soir, c'est la quintessence de tout mon parcours. Pour moi, la syntropie, c'est la crème de l'agroforesterie. Et pour moi, l'agroforesterie, c'est déjà la crème de l'agriculture. Donc, je vais vous raconter tout ça. Alors, c'est une conférence qui se veut plutôt pour but de vous expliquer le concept. Pas tant non plus de rentrer dans la technique trop profond. Voilà. L'idée, c'est que vous savez, à la fin de cette conférence, vous savez à peu près ce que ça veut dire la syntropie, l'agroforesterie syntropique. Et je vous demande aussi, s'il vous plaît, comme on commence à être un petit peu nombreux, à garder vos questions pour la fin, et pour pas que la conférence soit trop longue, parce que c'est difficile de le faire en 1h30. Et puis j'imagine que vous avez plein de merveilleuses choses à raconter, à partager, vous avez plein d'expériences vous aussi. On le garde pour la fin, pour le moment, passez ensemble. Bon, ben on va commencer. Alors, l'agroforesterie syntropique, ça vient du grec, dont l'étymologie vient de syn, qui veut dire avec, ensemble, en compagnie, et tropos, qui veut dire tour, changement, mouvement. Et c'est l'action convergente de plusieurs facteurs qui vont du simple au complexe. Et c'est l'inverse de l'entropie.
Donc l'entropie qui va du complexe au simple. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce que c'est là l'entropie? Bon, quelque chose de très connu. Imaginez, on prend une roue de vélo, on la jette sur du plat, et naturellement, elle va diffuser ses énergies en force de frottement, en chaleur, jusqu'à ce qu'à un moment donné, pouf, elle tombe. Elle aura diffusé ses énergies, et ces énergies ne seront plus récupérables. On a par exemple le cas du feu. On a quelque chose de complexe à la base, et on le simplifie, et on diffuse les énergies. Après, elles ne sont plus exploitables. Et bien la syntropie, c'est l'inverse. On vient concentrer des énergies vers plus d'organisation, vers plus de complexité. Et le meilleur exemple, c'est la photosynthèse. Alors l'agroforesterie syntropique, c'est un concept qui a été théorisé par Ernest Götsch, qui est un Suisse allemand, qui travaillait dans un laboratoire, il était ingénieur agricole, agronome, et à un moment donné, il travaille dans la sélection des espèces, et à un moment donné, il s'est posé la question, ne ferions-nous pas mieux de chercher à améliorer les conditions de culture pour favoriser la croissance des plantes, plutôt qu'à chercher des génotypes qui tolèrent les mauvaises conditions que nous leur imposons. Il en avait marre, la sélection en laboratoire. Et donc, il a bien voyagé, notamment au Costa Rica et en Amérique du Sud, et il s'est inspiré beaucoup des peuples premiers pour créer l'agroforesterie syntropique. Il s'est installé sur son terrain en 1985, et en 30 ans, il a régénéré la forêt, ce que la nature aurait mis 300 ans à faire. Donc, c'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves. C'est pas quelque chose de hippie, c'est quelque chose de bien sérieux. Et on se pose la question, oh là là, encore un nouveau mot. Pourquoi un nouveau mot? Il y a déjà l'agroforesterie, il y a déjà la biodynamie, la permaculture, l'agroécologie, l'agriculture bio, l'agriculture... On s'en sort plus. Et oui, il y a bien quelques nuances, quelques différences. Et c'est ça qu'on va voir. Et par exemple, la différence, par exemple, avec la permaculture, est-ce que vous arriveriez à résumer la permaculture en une phrase? Alors, je vais le faire, très bien. Permaculture, culture permanente. On cherche quelque chose de durable, de résilient. Voilà. Ça touche l'agriculture et plein d'autres aspects. En syntropie, on a des objectifs en commun avec la permaculture. On recherche la résilience, la durabilité et la régénération du sol. Mais on a quelques petites nuances aussi. Par exemple, au niveau des objectifs, la permaculture, elle est centrée sur l'autonomie et la diversité. On recherche un équilibre naturel. On part du postulat que la nature se déroule très bien sans nous. Alors qu'en syntropie, on est centré sur la production et la régénération du sol. C'est quand même beaucoup plus agricole. On vise à maximiser la fertilité et la croissance. Et le postulat, c'est que l'humanité peut apporter un grand plus en intervenant. Au niveau de la conception, la permaculture est progressive et adaptative. On n'est pas obligé de faire la révolution tout de suite quand on arrive. On prend le temps, on réadapte, on réagence. Et on minimise l'intervention humaine. Au moins on en fait, au mieux c'est. Le design est centré sur l'économie d'énergie, que ce soit le carburant ou les pas. On fait des zones, la zone 0, la maison. Après 2, 1, le potager, les fines herbes. Le poulailler, le compost. Euh, les grandes cultures, les fruitiers, la forêt. Au niveau de la conception, en syntropie, on plante simultanément tout dès la mise en place du système. Donc ça veut dire qu'il va falloir bien réfléchir au design bien plus profondément avant.
le système est conçu pour être géré par l'homme. Si on l'abandonne comme ça ne va pas marcher. Ça ne va pas avoir le même résultat. Et le design est basé sur la succession de végétation, la succession écologique, qu'on va voir après. On a aussi une différence de vocabulaire entre les deux approches. En permaculture, on parle des 7 strates et elles sont élaborées en fonction de la dimension des plantes. La canopée, les petits arbres, les arbustes, les herbacées, etc. Alors qu'en syntropie, c'est plutôt basé sur les besoins en lumière. On parle aussi de la hauteur, évidemment, c'est pris en compte, mais c'est plus important le besoin en lumière. Donc c'est-à-dire que la syntropie, elle est déjà allée un peu plus loin dans la subtilité. En fait, les deux approches ne s'opposent pas du tout, mais l'agriculture syntropique est un peu plus moderne, amène plus d'éléments. Voilà. Et donc, comme tout concept, il y a des principes. Et moi, j'ai choisi de vous en mettre 7. On pourrait en mettre bien plus. Mais déjà, 7, c'est pas mal en 1h30, espérons. Alors, si vous voulez, je vous fais un petit jeu à la fin pour savoir si vous avez bien retenu les principes. Alors, regardez vite. Il va falloir suivre. Alors, premier grand principe, le plus important, ce qui fait la révolution de ce concept, c'est la succession écologique. La succession en différents stades de succession. Alors, c'est l'évolution du système en plusieurs stades. Et on part par exemple du pionnier ou placentaire, après le secondaire, et le climax ou primaire. On parle aussi du climax pour définir le niveau maximum de végétation dans un climat et dans un sol donné. Pour l'instant, l'évolution ne sait pas faire plus haut dans ces conditions. Ce schéma, c'est le schéma d'aggradation forestière. Et il nous montre aussi que plus la forêt évolue en hauteur, plus aussi elle évolue en profondeur. Et quand on passe d'un système pionnier à primaire, on passe d'un système basé sur l'azote, donc vert, essentiellement vert et tendre, des plantes tendres et humides, vers un système basé sur le carbone, ligneux, brun, dense. Un système basé sur les bactéries, vers un système basé sur les champignons. Et ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que dans la nature, ça fonctionne par étapes. On a d'abord, par exemple, les herbes qui vont durer peut-être 10 ou 30 ans, avant que les petits buissons pourront s'installer. Eux, ils vont durer peut-être 30 ou 50 ans, avant que les arbres secondaires ne puissent s'installer. En fait, ils vont enrichir le sol suffisamment pour que la succession suivante puisse prendre place. Donc chaque plante enrichit le milieu dans lequel elle vit. Chaque plante est l'aboutissement de l'accumulation des plantes qui l'ont précédée, et c'est aussi la niche, c'est aussi la nourrice des plantes qui lui suivront. Voilà. Chaque plante a un rôle. Nous, en syntropie, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas respecter ces étapes, on va essayer de les accélérer un peu. On va planter tous les arbres des différents stades, on va les planter tous en même temps. Et on va les accompagner pour aboutir rapidement au climax. À l'inverse de l'agriculture conventionnelle, qui, elle, a plutôt tendance à ramener la forêt au stade pionnier. La défriche, les monocultures, on ramène toujours vers un état moins fertile. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient avant pour justement récupérer la fertile une fois qu'ils avaient tout saccagé? Ils faisaient la jachère. C'est tout simple, on abandonne tout et on laisse faire la nature qui va naturellement dans le sens de la vie. Nous, en syntropie, on a la jachère intégrée.
on va planter des plantes qui auront une fonction d'enrichir le sol et d'aller plus vite vers le climax. Alors admettons, vous achetez un nouveau terrain et vous voulez savoir où on en est là pour faire notre design. Comment on pourrait savoir où est-ce qu'on en est? Eh ben, il y a les tests, les analyses de sol. Ça, ça donne une idée de la fertilité du sol. Ça coûte un peu cher. C'est super. Ça, c'est vraiment super quand on travaille sur des grandes surfaces, il faut le faire. Mais pour un potager, ça coûte un peu cher. On regarde ce qui pousse dessus. Les plantes bioindicatrices. Chaque plante révèle le sol dans lequel elle vit. Si on a un jardin et qu'il y a des mauvaises herbes, cette mauvaise herbe, c'était la meilleure plante disponible dans les environs pour régénérer ce sol. C'était la meilleure des choses, cette plante, dans les conditions qu'il y avait. Elle révèle quelque chose sur le sol. Et donc, je vous invite à vous référer aux travaux de Gérard Ducerf, qui a fait des livres merveilleux, très chers aussi. Et sinon, si vous voulez économiser les livres de Gérard Ducerf, déjà avec quelques notions de pionnier et climax, on peut déjà avoir une bonne approche. On peut déjà se rendre compte où est-ce qu'on est. Alors par exemple, les différences entre les plantes pionnières et climax, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les plantes, elles ont un arbitrage à faire. Soit elles poussent vite, elles font beaucoup de photosynthèse, et dans ce cas-là, elles ont des gros vaisseaux conducteurs, soit elles poussent plus lentement, et elles peuvent tolérer l'ombre. Alors dans ce cas-là, elles ont des petits vaisseaux conducteurs. Elles ne peuvent pas tout faire, les plantes. Et donc les plantes pionnières, elles ont des caractéristiques. Elles ont un cycle court, une croissance rapide, un bois tendre, un débourrement précoce. Qu'est-ce que c'est le débourrement? Ouais, c'est ça. C'est l'éclosion des bourgeons. Donc celles qui sont les premières à bourgeonner, c'est souvent une caractéristique pionnière. Elles font des petites graines en grand nombre, qui ont peu de réserve, très orthodoxes. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire de religion? Comment? Ah non, en fait, je sais pas pourquoi ils ont choisi ce mot-là, mais ça veut dire juste qu'ils ont une longue conservation. Étrangement, moins il y a de réserve, mieux ça se conserve. Je sais pas pourquoi. Alors, elles ont une germination rapide, et pour germer, elles ont besoin de lumière et de chaleur. Et elles tolèrent un sol pauvre. Il y a des plantes qui, si elles ne reçoivent pas de lumière, elles ne germent pas. Elles attendent qu'il y ait un trou dans le sous-bois pour germer. Si elles germaient avant le trou, elles ne survivraient pas. Alors à l'inverse, les plantes de climax, elles ont un cycle long, une croissance lente, et du coup elles ont un bois dur, elles ont un débourrement plus tardif. Elles font des grosses graines, en petit nombre, riches en réserve, récalcitrantes. C'est l'inverse d'orthodoxe. Elles sont très périssables, malheureusement. Par exemple, la châtaigne, ça ne se conserve pas plus d'1 an, les graines de châtaigne. Et elles ont une germination lente. Et il leur faut de l'eau et de l'ombre pour germer. Le sous-bois, ça leur convient parfaitement. Alors là, j'ai mis quelques exemples. Vous voyez, il y a le chêne, le châtaignier, le noyer, le marronnier, etc. Ça donne une indication. Voilà. Alors, principe suivant, maximiser la photosynthèse. Donc, on peut faire ça par la stratification. Donc, on a 4 strates, basse, moyenne, haute et émergent. Rappelez-vous, en fonction des besoins en lumière.
Et si on respecte cette proportion de couverture, eh ben, il y a à peu près 3% de chances qu'un rayon touche le sol. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même beaucoup de photosynthèse. Et plus on a de photosynthèse, plus on rafraîchit le milieu. La photosynthèse produit de la fraîcheur. Et un autre phénomène encore, c'est que avec cette couverture, le vent ne circule pas beaucoup en sous-bois. Du coup, la fraîcheur reste. Et donc, on a un gradient, un différentiel de température élevé à bas. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit chaque matin, au point de rosée, quand l'air est concentré en humidité et que la température baisse, hop, ça provoque la condensation de l'eau, ça provoque des petits tourbillons, et c'est ce qu'on appelle le cycle secret de l'eau. En syntropie, on dit qu'on plante l'eau. Après, on a un autre moyen d'augmenter la photosynthèse, c'est en densifiant. Ça pourrait être un principe à lui tout seul aussi. Est-ce que vous connaissez par exemple la méthode Miyawaki? Oui? Ou la Tiny Forest? Ah, je vais vous l'expliquer, oui. Alors, c'est une technique qui vient du Japon. Et l'idée, c'est de planter très densément un grand nombre d'arbres natifs. Et après, on abandonne tout et on laisse la compétition opérer. Et donc, il y a des arbres qui survivent et les autres qui meurent. Quand je dis un grand nombre, c'est un très grand nombre. Ça peut être plus de 5 au mètre carré. Donc, les arbres natifs de la zone qu'on trouve pas loin des cimetières ou dans les cimetières. Et donc, à la fin, les arbres qui restent, eh ben, ils sont en bonne santé, ils ont été sélectionnés et ils ont été nourris par ceux qui les ont précédés. À cette méthode, pourquoi elle est si connue? Parce qu'elle fonctionne. C'est rare d'avoir une méthode qui fonctionne en reforestation. Le problème de cette méthode, c'est que ça coûte très cher. C'est beaucoup d'arbres. Et les arbres, surtout les arbres cultivés en pépinière, ça coûte cher. Donc cette méthode, elle a le mérite de fonctionner, mais elle n'a pas le mérite d'être économique. Nous, en Syntropie, au lieu de sacrifier autant d'arbres climax, on va mettre plus de plantes pionnières et secondaires. Et dernière manière de maximiser la photosynthèse, c'est la taille. La taille, on a découvert ça récemment, c'est qu'elle provoque l'induction d'hormones qui stimulent la croissance, qui stimulent la végétation. C'est tellement important la taille que j'ai choisi de le mettre en principe. Alors la taille est désherbage sélectif. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le désherbage, en théorie, on en fait de moins en moins. On va progressivement remplacer le désherbage par la taille. Si on continue à faire du désherbage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas planté assez densément. Donc au début, on désherbe les plantes inadaptées, peu productives, qui ne sont pas à leur bonne place, celles qui sont en fin de cycle, qui sont mourantes, parce qu'on veut du dynamisme dans notre système, celles qui ne sont pas pratiques, qui sont piquantes, qui sont toxiques, qui sont grimpantes. On veut se faciliter la vie, on veut que ce soit pratique. Les plantes grimpantes, même si ça produit beaucoup de matière organique, c'est pas pratique. C'est un enfer pour faire du paillage avec. On enlève les plantes en surnombre et on peut désherber les plantes support. Qu'est-ce que c'est les plantes support? Et c'est les plantes celles qu'on met pour être taillées, pour régénérer le système. C'est des plantes qu'on va mettre exprès pour sacrifier, pour enrichir le sol. On les appelle aussi les plantes de service.
Donc, on peut désaber les plantes de support qui empiètent sur les arbres cibles. Et les arbres cibles, en fait, c'est ceux qui ont un objectif économique. Par exemple, si on a nos fruitiers, les pommiers, voilà, ce sera nos plantes cibles, ce sera celles qu'on va bichonner, ce sera pour elles qu'on fera la culture. Maintenant, on passe à la taille. Donc, elle permet de former les arbres cibles. Par exemple, les fruitiers, on veut qu'ils soient pas trop hauts, on veut qu'ils soient accessibles pour faciliter la cueillette. La taille permet de bloquer la floraison des arbres support ou de service. Donc les arbres qu'on va sacrifier, on ne veut pas qu'ils fleurissent. Et je vais vous montrer après pourquoi. Parce que quand une plante, elle fleurit parce qu'elle a un signal dans son environnement ou un stress, et donc elle va consacrer ses ressources à la fructification, à la production de semences. Et donc quand une plante a ce signal, eh ben, elle va émettre un signal autour d'elle que les autres plantes vont percevoir, et donc elle va orienter tout le système dans ce sens. Donc quand une plante envoie ce signal, tout le monde rentre dans le signal production de graines, de semences. Et ça ralentit tout le système. Et la taille permet de faire rentrer la lumière, ce qui provoque l'induction florale des fruitiers. Par exemple, sous les tropiques, ils se sont aperçus que c'était l'année suivant un ouragan, une tempête, qui avait cassé toutes les branches. Ben, c'était l'année suivante qui avait le plus de production de cacao. Parce que ça a fait des puits de lumière qui avaient provoqué la floraison. Et ça, c'est valable pour plein de fruitiers. C'est valable pour les agrumes, plein de fruitiers. Et la taille permet de produire de la matière organique pour pailler. On dit qu'on cultive nos engrais. Alors maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la biologie d'une plante. L'exemple ici d'une annuelle. Donc on a la croissance qui est à fond la caisse au départ. Et dès qu'on a un signal ou un stress, la plante se met en mode de floraison, fructification, production de graines, et elle donne tout, souvent jusqu'à la mort, quand c'est des plantes annuelles. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le système? Là, on a un exemple de plante pionnière, secondaire et climax. Quand la plante rentre en production de graines, la plante pionnière, elle périclite, sa croissance ralentit. La plante secondaire et climax ralentissent aussi. Quand la secondaire rentre en production de semences, la climax ralentit. Donc ça prend plus de temps que prévu. Et qu'est-ce qui se passe quand on taille? Hop, aucun ralentissement. On arrive plus vite à la production des fruits de nos plantes cibles. Voilà, c'est une des raisons pour laquelle en syntropie, on peut aller plus vite que ce que la nature le fait toute seule. Là, on a un exemple de succession. Alors, on plante en même temps les pionniers, les secondaires et les climax. Et quand la pionnière, elle empiète sur nos deux autres, hop, on la désherbe ou on la taille. Ensuite, quand la secondaire empiète sur la climax, hop, on la désherbe ou on la taille. Et ensuite, la climax a tout l'espace pour se développer. Voilà. Encore avec la taille, mais ça nous amène au principe suivant qui est la synchronisation des cultures. Alors imaginez que les feuilles, c'est des panneaux solaires. Où serait la batterie du système? Dans le sol, ouais. Les racines? Oui, alors toute la plante déjà c'est une batterie, elle a des réserves de sucre, les racines aussi, mais encore plus les champignons.
on parle de voie liquide du carbone. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les plantes, elles suent littéralement de l'eau sucrée, du sucre. Et ça, c'est très important. Quand on fait des analyses de sol, ils analysent la quantité de carbone d'une manière générale, mais ils ne prennent pas forcément en compte les proportions entre le carbone vivant et le carbone mort. Là, c'est du carbone vivant, liquide, et beaucoup plus fluide. C'est du cash pour l'économie de la Terre. Alors que le carbone mort, c'est comme du minerai qui est encore dans le sol. Ça, c'est bien plus important à considérer. Et par exemple, on a quelques chiffres. Sur 100% de la photosynthèse produite, pour certaines plantes, on en a à peu près 20% pour la structure aérienne. Ce qu'on voit, que 20%. Les 80% dans le sol. La moitié pour les racines et l'autre moitié pour la vie du sol. Donc ça fait beaucoup. Et il y a des arbres qui vont jusqu'à 70%. Plus de la moitié du sucre qu'ils produisent, c'est donné pour les champignons et les bactéries. Pour les champignons, en échange de minéraux, et pour les bactéries, en échange d'azote. Essentiellement. Ça, c'est quelque chose qui s'est découvert il n'y a pas si longtemps. C'est des chiffres qui nous viennent du Brésil. En France, je ne sais pas encore ce que ça donne. Et c'est révolutionnaire. Parce que les agriculteurs bio, avant, moi le premier, on pensait que pour créer un sol, il fallait mettre de la matière organique sur le sol. Il fallait apporter au sol. Et bien plus important encore, la photosynthèse. Le carbone liquide, ça s'appelle la rhizodéposition. C'est bien plus important. On peut régénérer un sol 5 à 30 fois plus vite par la rhizodéposition que par la voie de la décomposition. Donc, 5 à 30 fois plus vite. Donc, ce qui est surtout important, c'est d'avoir la photosynthèse. Même si on prélève la matière et qu'on ne la remet pas par terre, la photosynthèse va déjà régénérer le sol. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a constaté que quand on taille les plantes, pour compenser la perte de matière, les plantes, elles investissent encore plus. Et en Chine, ils ont fait des études. Les théiers qu'ils avaient taillés, ils envoyaient 50 fois plus de sucre dans le sol. Et je vous invite à voir les travaux de Christine Jones, qui parle de la rhizodéposition. Voilà. Donc nous, en Saint-Tropez, on se sert de ce mécanisme. On va tailler nos arbres. Voilà, là j'ai mis un petit exemple assez rigolo. Quand on taille une branche, on taille aussi en parallèle une racine, souvent. La plante se défait d'une racine, ne peut plus alimenter une racine, elle la sacrifie. Et il y a un certain parallélisme. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on taille aussi? Un autre phénomène. Quand on taille, la batterie du sol, elle se dit « Ouh là là, lui, il m'alimente plus beaucoup en sucre. Hop, je vais me déplacer. » Et on peut utiliser ce phénomène pour favoriser nos cultures, nos plantes cibles, pour favoriser la fructification, la floraison, etc. On peut l'utiliser donc pour favoriser la floraison, pour faire passer le secondaire au-dessus du pionnier, ou le secondaire ou le climax au-dessus du secondaire. On peut aussi l'utiliser pour implanter des nouvelles cultures, ça fait un trou de lumière. Et quand c'est bien réalisé, on taille toute la forêt en même temps. Quand c'est bien réalisé, parfois ça permet un saut évolutif. Ça dynamise tout le système. Et d'un seul coup, ça explose. C'est ce qu'on appelle le saut du chat. Voilà. Principe suivant, la concentration de l'énergie. On concentre l'énergie sous 3 formes, la lumière, le paillage
et le carbone liquide. Et on part des plantes support vers les plantes cibles, à visée économique, et des plantes pionnières vers les plantes climax. Par exemple, ici, on a des bandes de culture, une bande d'herbe, on va la tailler, on va en laisser un petit peu sur place, on va en mettre un peu au buisson. On en met aussi au pied des arbres. Maintenant, nos buissons, on va les tailler, on en laisse un peu sur place, et on met le reste au pied des arbres. Et maintenant, dans notre ligne d'arbres, on entaille et on concentre l'énergie vers nos arbres climax. C'est un principe de concentration de l'énergie. Celui-là, oubliez-le. Alors, principe suivant, les perturbations ou les chaos. Parfois, les clairières peuvent participer à la succession écologique. Et par exemple, là, on a nos plantes pionnières, secondaires, climax. Climax, on va dire que c'est notre bois d'œuvre, nos fruitiers, notre bois d'œuvre. Et à un moment donné, on veut récolter nos arbres. Alors, on fait une clairière. On détruit tout, on fait un chaos. Toute notre forêt qu'on a plantée, on détruit tout. Mais ce n'est pas si tragique que ça. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est notre sol. Et si on replante tout de suite après, bien sûr, on essaye d'éviter de le laisser nu au soleil. Si on plante tout de suite après, notre capital sol n'est pas perdu. Et on peut planter des cultures plus exigeantes, parce que le sol est fertile, et plus productives. Plus exigeantes, donc plus productives. C'est par exemple à ce moment-là qu'on peut cultiver nos légumes. Les légumes, soit on importe des engrais de l'extérieur, soit on les cultive sur une litière forestière. Parce que les légumes sont assez exigeants. Donc, vous voyez ces vagues-là? Eh bien, à grande échelle, c'est ces vagues-là. Et c'est le dessin, le graphique de la vie, selon Ernest Goethe, qui montre qu'on passe progressivement d'un système de colonisation, ensuite d'accumulation et d'abondance. Le système d'abondance, c'est un système qui capte beaucoup de lumière, qui extrait beaucoup de minéraux profondément du sol, qui capte beaucoup d'air, beaucoup de lumière, qui produit des grosses graines, des gros fruits, qui peuvent nourrir des gros animaux, des gros mammifères. Nous sommes une espèce du système d'abondance. À l'époque, quand on était à la préhistoire, quand on était nomade, on se nourrissait des gros animaux. Avant qu'on les a tous exterminés, c'est à ce moment-là de notre existence, nous les humains, qu'on était les plus forts, qu'on avait les plus gros squelettes et même les plus gros crânes. Quand on a exterminé la macrofaune, après, on a rétréci un peu. Une autre étape qui nous a fait un peu rétrécir et avoir des nouvelles carences, ça a été l'invention de l'agriculture. Alors on s'est mis à manger de plus en plus de grains. Du grain qui vient du système de colonisation. D'où nous ne sommes pas originaires. Voilà. Donc maintenant qu'on sait ça, ça pourrait être intéressant de revenir au système d'abondance. Voilà. J'ai envie de vous raconter une histoire. Il y a un gardien de réserve naturelle qui s'appelle Alan Savory, un gardien de réserve en Afrique, un gérant de réserve. À un moment donné, il y avait des problèmes de désertification et il s'est posé la question, peut-être c'est à cause des éléphants. Les éléphants, ça fait tomber beaucoup d'arbres, ça saccage beaucoup la forêt. On va essayer de limiter la population. Et il a fait abattre 40 000 éléphants.
C'était un grand parc. Et résultat des courses, ça n'a pas amélioré la désertification, encore pire. Et donc, du coup, ça l'a fait cogiter et il a consacré le reste de sa vie à comprendre ce qui s'était passé et à mettre en place des systèmes de pâturage holistique. Il s'est rendu compte que en fait, les animaux, quand ils sont en mouvement, ils couchent l'herbe, ils font tomber des arbres. En fait, il y a des mécanismes qui font qu'en fait, chaque animal perturbateur, les éléphants, les brebis, a une fonction écologique. Les humains, nous sommes des perturbateurs en puissance. On est probablement les plus grands perturbateurs aujourd'hui. Donc voilà, donc en fait, chaque animal, chaque organisme a une fonction écologique. Et c'est là qu'on vient au principe de l'écophysiologie. L'écophysiologie, c'est la discipline à l'interface entre la biologie des organismes et l'écologie. Donc, elle permet de déterminer le choix de l'emplacement des espèces dans l'espace, donc c'est-à-dire la strate, et dans le temps, c'est-à-dire la succession. Et elle permet de déterminer les interactions entre les plantes, celles qui sont favorables ou défavorables. Par exemple, un fruitier, un pommier, admettons, qui est marié avec une graminée, ça ne va pas être très favorable. Pourquoi? Parce que le pommier, il appartient à un système plutôt d'abondance, alors que la graminée, plutôt pionnier de colonisation. Et donc, le pommier, il fonctionne avec les champignons, la graminée plutôt avec les bactéries. Donc, ils vont pas être très complémentaires. Ils vont être en compétition plutôt. Donc, il faut savoir marier les plantes. Il y en a qui sont mycorhizogènes, qui nourrissent les champignons. Il y en a qui sont seulement bénéficiaires. Il y en a qui sont vecteurs, il y en a d'autres qui sont neutres. Tout ça, ça peut être intéressant à prendre en compte pour faire nos designs. L'écophysiologie nous permet aussi de savoir comment réaliser la taille. Tout simplement, il faut que ce soit peu traumatisant pour éviter que la plante perde son énergie à cicatriser. Il faut que ce soit bien proportionné. Si on taille trop, elle aura du mal à repartir. Elle n'aura plus assez d'énergie. Il faut tailler au bon endroit et au bon moment. Alors, il y a des moments à éviter. Par exemple, lors du débourrement. Parce que si on coupe à ce moment-là, peut-être qu'il n'y aura plus assez d'énergie pour repartir derrière. Plus assez de sucre. On évite aussi pendant la chute des feuilles. Parce que déjà, l'arbre, il a beaucoup à cicatriser. Et toutes ces petites feuilles qui tombent, c'est des cicatrices. Et donc, on ne va pas lui rajouter des cicatrices à ce moment-là. On évite aussi pendant le gel, parce que le gel, parfois, il rentre dans le bois. Et puis aussi, on évite aussi la fin de l'été, parce qu'à la fin de l'été, les plantes, elles sont en train d'ahouter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pendant le printemps, elles sont vertes et les branches sont encore tendres. Et à ce moment-là, à la fin de l'été, elles se lignifient aussi pour résister au gel après. Donc si on les coupe à ce moment-là, elles vont rebourgeonner, repartir, mais ces pousses ne vont peut-être pas résister au gel. On préfère tailler aussi en conditions humides. Là, la plante pourra mieux cicatriser et se refaire. Voilà. Et donc, comme j'ai étudié plutôt sous les tropiques, je voulais quand même vous partager les différences entre les climats tropicaux et tempérés. Alors, dans les climats plutôt tempérés, on a moins de diversité. Donc, on a moins de choix pour faire le design. Voilà. Et on a une intermittence de la photosynthèse l'hiver. Donc, on a une production de matière organique plus lente. On a une décomposition plus lente. Mais l'hiver, ça peut aussi être intéressant. Parce que l'hiver, ça permet la descente des minéraux. Pendant que ça se décompose en automne, les minéraux coulent.
Et au printemps, pour récupérer ces minéraux, les arbres sont obligés d'aller profond. Donc ça crée des sols profonds. Et c'est plutôt un avantage en agriculture. Alors que sous les tropiques, la plante est directement décomposée et directement réassimilée par les plantes. Donc on n'a pas de sol profond. Plus rarement, quoi. Aussi, en climat tempéré, on a moins de risques d'érosion. La pluie est plus fine. On a moins de cycles de production. Sous les climats tempérés, on peut faire 2, 3, 4 cycles de courgettes par an. C'est un exemple. Aussi, sous les tropiques, il faut tailler plus fréquemment qu'en climat tempéré. La grande différence, surtout, c'est l'orientation nord-sud, qui est beaucoup plus déterminante en climat tempéré. En fait, en climat tropical, à l'équateur, le soleil, il passe toujours au même endroit, tous les jours. Donc, peu importe l'orientation nord-sud. Alors que dans les pays tempérés, plus on va vers le nord, plus c'est déterminant. Plus on va vers le nord, plus on aura des différences entre Adré et Ubac, entre côté sud de la colline et côté nord. Parfois, plus on va vers le nord, moins il y a de lumière, donc moins il y a de strates. Une plante n'est peut-être pas la même strate en Méditerranée qu'au nord de la France. Elle ne sera pas dans la même strate, parce que la lumière est différente. Pareil, si on va en altitude, souvent les forêts en altitude sont plus petites, donc on n'aura peut-être que 3 strates. Aussi, on a des changements. Par exemple, au printemps, une salade, elle sera en strate émergente, donc en plein soleil. Et en été, elle ne pourra pas être émergente. Il fait trop chaud en été, le soleil est trop dur. Donc elle sera peut-être strate moyenne. Donc suivant la saison, la strate peut changer. Donc effectivement, du point de vue des strates, c'est un peu plus complexe sous les climats tempérés. Voilà. C'est comme ça. Plus complexe ne veut pas dire forcément moins simple. L'agriculture tropicale a aussi ses difficultés et ses défis. Maintenant, autre principe de écophysiologie, les maladies. Maladies et ravageurs. Alors à votre avis, entre une plante riche en sucre et une plante pauvre en sucre, laquelle les insectes vont attaquer en premier? Hein? Avec le sucre. Riche en sucre. Celle qui est riche en sucre. La plupart des gens disent riche en sucre. Question piège. Et non, c'est l'inverse. Les insectes, ils attaquent en priorité celles qui sont pauvres en sucre. Pourquoi? Parce que celle qui est riche en sucre, elle a l'énergie pour se défendre. Elle a le cash pour acheter des armes et synthétiser des substances qui repoussent les insectes. Alors que celle qui est pauvre en sucre, je me rends, finissez-moi. Et donc, on peut voir la vulnérabilité d'une plante en faisant le test du réfractomètre. Alors le réfractomètre, c'est un petit outil où il n'y a pas d'électronique, rien du tout. Juste, ça vient réfracter la lumière du soleil qui nous permet de voir le taux de sucre dans la sève. Un Brix, c'est 1 gramme de saccharose pour 100 millilitres de liquide. Le réfractomètre, ça coûte 30 €. Ça va quand même. Je vous en demande pas trop. Et donc, par exemple, là, on a l'exemple de la tomate. Si elle a un Brix de 4, c'est très mauvais. Si l'oïdium, il arrive, tout de suite, il va la toucher et rapidement, elle va mourir. Maintenant, si elle est à 12, l'oïdium, il aura du mal à rentrer. Si elle se fait quand même attaquer, elle pourra peut-être passer la saison et elle pourra continuer à produire. Voilà. Maintenant, alors qu'est-ce qu'il disait Ernest Goethe? Il disait que l'agriculture moderne est tout juste bon à nourrir les insectes. Parce que nos plantes de grandes cultures sont carencées, se font attaquer sans arrêt.
Donc, c'est pas bonne à nous alimenter, nous. Et il disait que les ravageurs sont des agents de surveillance du secteur d'optimisation de la vie, qui sont chargés d'intervenir sur les organismes qui ne vont pas dans la tendance syntropique de la vie. Vous voyez ? Donc, s'ils nous rendent service. Alors maintenant, si on constate une baisse, un taux de sucre bas ou des attaques, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, la première étape, si on constate ça, c'est qu'on s'est planté dans nos strates. Il faut remettre en cause le design. Mais si on a déjà tout planté, comment on peut rectifier ? En taillant. Si on a planté beaucoup de plantes climax, donc qui ont besoin de plein soleil, et on a nos plantes basses qui n'ont pas assez de lumière, alors on peut tailler les plantes climax. Dans ce sens-là, c'est réparable. Maintenant, si on a planté beaucoup de plantes de strates basses et qu'elles sont en plein soleil, là, c'est pas réparable. Là, on est bien embêté. Donc, on privilégie dans le design beaucoup de plantes climax. Ce sera plus facile après à corriger. Maintenant, ça c'est une option. Ensuite, on peut favoriser les symbioses. Donc, on a le thé de compost, on a les bokashi, on a les thés de vermicompost, on a IM, les super magro, les litières, litières fermentées. On en a plein de préparations fermentées qui vont assainir le milieu, qui vont nourrir les plantes, qui vont fortifier le système. Mais on va pas trop s'y attarder parce qu'on pourrait passer la soirée. Le paillage et l'humidité, ça permet aussi de favoriser les symbioses, généralement. Mais il y a quand même une symbiose que je vais insister, c'est l'inoculation. L'inoculation particulièrement des champignons. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Vous voyez, là on a nos plantes qui sont tous reliées à la batterie du sol par la voie liquide du carbone. Et admettons, celle-là, c'est de la menthe. Et la menthe, comme tous les organismes, elle produit des déchets, des métabolites. Et le déchet de la menthe, le métabolite de la menthe, on l'aime bien. C'est son parfum. Mais les insectes, ils l'aiment pas. Ça repousse les insectes. Et par où elle évacue, la plante, ces métabolites ? Par tous les endroits où elle peut. Par sa transpiration et aussi par sa rhizodéposition. Et donc, ces métabolites se retrouvent dans le système et sont réabsorbés par les autres aussi. Donc, une plante qui est connectée au système bénéficie de l'immunité de la forêt. Donc, une plante qui n'est pas connectée au système est vulnérable. Et c'est pour ça que quand on plante des variétés modernes, on a l'impression que tous les insectes de la forêt conspirent pour l'attaquer. Donc, on privilégie les variétés anciennes. Parce que les variétés modernes, elles ont parfois perdu la symbiose, et il faut parfois plusieurs générations pour la retrouver. Dernier recours pour sauver nos cultures, c'est fertiliser. Pourquoi dernier recours ? C'est un petit peu risqué, et généralement, ça se fait plutôt en amont. Le risque, c'est d'affaiblir les symbioses. Si on met des engrais trop azotés pour les plantes, ça va stimuler les bactéries, et ça va peut-être défavoriser les champignons. On privilégie plutôt les amendements. Et parmi les amendements, il y a la chaux, mais surtout, il y en a deux, la poudre de roche et le charbon. Des amendements royaux pour moi, en syntropie. Pourquoi ils sont si spéciaux ? Parce que contrairement aux engrais de synthèse, aux engrais chimiques,
eux, les engrais chimiques, ils nourrissent directement la plante. Donc la plante, elle se dit, pas besoin d'avoir des symbioses, je suis déjà nourri comme ça. Les engrais chimiques affaiblissent les champignons. Et puis surtout, il y a la moitié qui se retrouve dans la rivière. C'est soluble, donc ça coule. Donc c'est perdu. Alors que la poudre de roche et le charbon, c'est des minéraux qui sont capturés dans le charbon ou dans la roche. La poudre de roche, c'est quoi? C'est des petits cailloux, tout petits. Et si on les laisse tels quels, ils peuvent mettre jusqu'à 10 000 ans pour se dissoudre. Donc ils restent là. Donc c'est pas perdu, ça va pas dans la rivière comme ça. Ce sont des engrais qui sont là, à disposition, à la demande des plantes, à travers les champignons. Quand la plante en a besoin, elle investit du sucre pour les champignons. Les champignons, c'est les mineurs du sol. Ils ont les enzymes capables d'extraire ces minéraux. Donc, en mettant de la poudre de roche, on stimule la vie du sol, on régénère la vie du sol. Parfois, la plante voit bien qu'il y a des minéraux, alors elle se dit, bon, ok, j'investis. Vous voyez? Parfois, il ne faut pas grand-chose, juste un petit peu de poudre de roche pour... Formidable. Hein, on en trouve où? Alors, il faut qu'il y ait des carrières. Ça commence. Et on privilégie plutôt les roches volcaniques. Ce sont des roches plus riches et qui ont aussi du paramagnétisme. On a découvert que voilà, le paramagnétisme, ça a aussi une incidence sur les cultures. Du calcaire? Ah, la pouzzolane, c'est très bien. Hein, le plus finement broyeux, mieux c'est. Ouais. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la grande majorité des plantes qui ont nourri l'humanité proviennent des endroits riches en minéraux. Les affleurements rocheux, les sols volcaniques et les sols alluvionnaires. Et par exemple, en Guyane, là où j'étais, sur les sites miniers, c'est une vieille terre, très vieille, ça fait partie du Gondwana, et il y a une couche d'argile parfois de 30 jusqu'à 50 mètres. Les minéraux, ils ont disparu, ils sont profonds. Et donc, si on pèle la surface, ben, les plantes, elles ne peuvent pas pousser. Et étrangement, c'est pas de là que viennent les aliments, les plantes qui ont nourri l'humanité. Voilà. C'est pas de ces terrains-là que ça provient. Là, ça fait des petits fruits. Voilà, c'est comme ça. Donc intéressant. Donc si on veut produire, il n'y a pas non plus de miracle. Il faut apporter au moins des minéraux. C'est pas grand-chose. Hein. Quand on voit par exemple un arbre, d'où provient la matière? Le bois, par exemple, d'où provient la matière? Eh bien, ça provient essentiellement de l'air. Peut-être 90%. Et on peut le voir. Quand on met le feu, retourne à l'air ce qui venait de l'air et retourne au sol ce qui venait du sol. On brûle un gros tas de bois et à la fin, on a un tout petit tas de cendres. Ça, c'est ce qui venait du sol. C'est pas grand-chose. Voilà. Donc, petit investissement quand même. Alors, les avantages et les défis. Il n'y a pas d'inconvénients dans cette méthode, c'est que des défis. Les avantages, donc on a une augmentation du rendement en termes de surface, plus de production sur la surface, on a une augmentation de la fertilité, on a une baisse des intrants progressivement, on a plus d'autonomie du coup, et plus grande diversité, donc plus grande résilience, une amélioration du microclimat, et comme on remplit notre fonction écologique, on est plus heureux. Maintenant, les défis, parce qu'il y en a, c'est que c'est complexe quand même. C'est des designs, il faut les étudier. Alors qu'en France, on manque de références. Ça commence en France. Il nous faut des agriculteurs et des jardiniers qui produisent les références. On a une mécanisation qui reste à concevoir, qui reste à créer. Et puis les investissements en plantes et en main-d'œuvre sont importants à la mise en place. Il faut avoir des bons amis pépiniéristes, pas loin.
pour nous fournir beaucoup de plants d'un coup. Et une difficulté aussi, c'est la diversité de production et la production discontinue. On ne produit pas la même chose au début et à la fin. Et donc, ça peut compliquer les débouchés. Parfois, il nous faut créer des nouvelles filières. Donc, pour toutes ces raisons, les solutions consistent à former des réseaux d'agriculteurs. Comme au début de l'agriculture bio, il faut se soutenir les uns les autres. Par exemple, en créant des AMAP, des CUMA, coopératives d'utilisation des machines agricoles, et puis des formations collectives pour que les agriculteurs soient tous sur la même longueur d'onde. Des formations comme celle-là, qui comprennent simplement c'est quoi le concept. Pour que on passe pas notre temps, le moment de passer à l'action, on passe pas notre temps à parler. Voilà. Alors, je vais bientôt passer à la conclusion, mais avant, je voulais vous résumer quand même quelles sont les actions syntropiques que nous, les humains, on peut réaliser sur Terre. Donc, on peut réaliser le recyclage des matériaux, ça c'est plutôt syntropique. On peut développer les énergies renouvelables, plutôt que de tout cramer, ça c'est pas très syntropique, et ben on peut préserver les cycles de l'eau en pratiquant l'hydrologie régénérative, les demi-lunes, les baissières. On essaye de baisser l'érosion en favorisant l'infiltration. Les terrasses, par exemple, et parfois même les labours. Quand le sol est mort et compacté, parfois ça vaut le coup de faire un labour pour que l'eau s'infiltre. On va aussi favoriser la régénération des écosystèmes, surtout ceux qu'on a dégradés, notamment les zones humides, en réintroduisant des espèces qui ont parfois disparu, qu'on a exterminées, la reforestation, et puis l'amendement à grande échelle. Par exemple, sur ces territoires en Guyane, là où il y a eu des mines, par exemple. Aussi, on a une option, c'est créer des nouveaux écosystèmes. Par exemple, là où il y a des déserts, en amenant de l'eau, par exemple au Chili, il y a des endroits où c'est des déserts, mais en déviant l'eau, ils créent des oasis, là où normalement, il n'y aurait que du désert. Ça, c'est super syntropique. Les récifs artificiels. Là, on a un potentiel énorme au niveau de la planète. Combien de surfaces maritimes on pourrait cultiver? Tout simplement parce que les coraux et les algues, dans les fonds sableux, n'ont nulle part où s'accrocher. Ils roulent et ils ne peuvent pas vivre. Et des endroits comme ça, il y en a plein, où on pourrait cultiver des algues, des corails, créer des booms de biodiversité, créer du biogaz. Il y a des pays, ils ont trouvé une option pour se débarrasser de leurs vieux trains, leurs vieux avions, leurs vieux navires. Ils les mettent au fond de la mer et ça crée des booms de biodiversité du poisson. Fantastique. Et ça, on pourrait le faire à grande échelle. Ça, ce serait un investissement massif qui serait très intéressant de faire rapidement. Et puis, fortifier les écosystèmes humains. Donc, la recherche, la science, l'éducation, la coopération et l'inclusion culturelle. Tout ça, c'est syntropique. Est-ce que l'homme est un animal plutôt syntropique ou anthropique? Ben, ça dépend. On peut être l'un ou l'autre. Si on vit dans une capsule dans l'espace, on consomme et on épuise les ressources, plutôt anthropique. Si on est intégré à l'écosystème, plutôt syntropique. Donc j'ai résumé ça en 4 points. La photosynthèse. Ça, c'est la plus grande valeur ajoutée qu'on a sur Terre. C'est l'énergie du soleil qui arrive sur Terre et qu'on capte. Donc, on insiste là-dessus, on n'insiste pas assez là-dessus en tant qu'humanité.
Ensuite, accumuler et conserver les ressources. On n'essaie pas de tout cramer tout de suite. Accumuler les connaissances. Et puis, partager les connaissances et les ressources. Si on va dans ce sens-là, on va dans le bon sens. Et j'aime bien conclure en disant que l'homme est potentiellement l'agence anthropique animale le plus formidable de la planète. On est potentiellement l'une des plus formidables des créatures. On a le droit d'en douter, mais l'agroforesterie synthropique nous démontre que nous pouvons l'être. Voilà. C'est une grande part à faire. Merci, merci. Et avant de passer aux questions-réponses, j'aimerais bien vous parler de mon projet. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de fermer les yeux pour imaginer. Alors, imaginez un beau lieu. Un lieu semi-vallonné. Un lieu où il y a des cultures, où il y a un beau jardin, un jardin botanique. Un lieu où vous pouvez vous balader dans ce jardin, sentir toutes ces plantes, toutes ces fleurs, et puis les goûter. Un lieu aussi où vous pouvez vous balader dans les alentours, dans les forêts sauvages. Un lieu tranquille où vous pouvez vous retirer du monde moderne, où vous pouvez vous détoxifier, où vous pouvez réaliser des retraites, jeûner, des diètes de plantes. Et puis surtout, un lieu où vous pouvez vous réalimenter derrière, en fonction de vos vrais besoins. Un lieu où vous pouvez vous reconnecter avec un lien intime avec votre alimentation. Un lieu où vous pouvez vous connecter au monde des plantes. Un endroit confortable où vous pourriez loger dans des belles petites cabanes en bambou, en terre, des cabanes écologiques. Aussi un lieu de formation où l'on apprend les principes d'agriculture régénérative pour former les agriculteurs de la région et les visiteurs. La permaculture, la syntropie, l'agroécologie. Un lieu aussi où on produit des arbres pour reboiser les alentours. Je vous invite à participer à la création de ce lieu. Et pour cela, vous pouvez me soutenir, soit en me donnant des sous, en investissant avec moi, soit en diffusant l'information, en diffusant les vidéos que je mettrai en ligne, etc. Ou en venant tout simplement à ce lieu quand il sera créé. Bienvenue. Voilà. Alors ce lieu, pour l'instant, je pense le créer au Costa Rica, parce que le Costa Rica, sous plein de facettes, c'est un exemple à l'international. Ils investissent massivement dans les réserves naturelles. Ils sont 100% autonomes en énergie renouvelable au niveau de l'électricité. C'est un pays qui n'investit pas dans l'armée, et à la place, ils investissent dans l'éducation et le bien-être de la population. Le tourisme rime avec agrotourisme et écotourisme. C'est un lieu safe, un lieu sûr où les touristes peuvent découvrir ce merveilleux écosystème. Voilà. Donc j'espère vous y voir dans ce jardin un jour. Et donc, si vous voulez vous participer dès aujourd'hui,
mon chapeau va rester là. Et sinon, ça pourrait être plus tard aussi. Voilà. Et puis maintenant, on peut passer aux questions-réponses si vous voulez. Alors, pour que vous visualisez un peu ce qu'il faut faire, là, par exemple, c'est moi qui l'ai fait. C'est un tableau des strates et des cycles. C'est ce qu'il faut faire avant la mise en place des cultures. Déterminer à quelle strate appartiennent nos plantes et à quel stade de succession. Et avec ces données, on peut faire un design. C'est seulement indicatif parce que c'est moi qui l'ai créé, je ne confirme rien. Probablement qu'il y a des choses à revoir dans ma classification. Pour l'instant, il y a très peu de publications de ce type. Et ça aiderait fortement les agriculteurs. Voilà, je pense que c'est vers ça qu'on doit orienter la recherche. Alors vous voyez, par exemple, il y a des plantes qui sont à la fois, qui peuvent être dans le stade haut, comme le sureau. Si on veut qu'ils produisent des fruits, alors on le met plutôt en stade haut. Et si on veut juste s'en servir comme plante de service ou de support, alors on pourra le mettre en strate moyenne. Voilà. Vous voyez, c'est flexible. Voilà. Ça dépend ce qu'on veut. Comment? Oui, oui. Oui, c'est bon. Alors, au niveau des livres, il y a celui-là, qui est le plus connu, Anaëlle Terry, et elle s'est bien approprié la méthode, et donc elle a su comment le diffuser, comment le divulguer. Voilà. Et c'est bien ce qu'elle a fait. Mais on n'a pas encore, au niveau de la stratification des arbres, ça reste encore timide. Mais c'est ce qu'il y a de plus avancé aujourd'hui. Ce livre-là, il ne parle carrément pas des arbres, de la stratification des arbres, seulement du potager. Eux, bon, ils ont fait le choix de ne pas prendre de risques. Et ce livre-là, c'est plus proche de la racine, mais ça reste très conceptuel. Voilà, c'est pas, on n'aborde pas la technique là-dedans. C'est le concept. Après le terrain, le magnifique, tu publieras un bouquin. Alors, je vais aller visiter des fermes en Saint-Tropez en France pour avoir des relais, pour qu'on fasse un réseau, pour que les visiteurs puissent leur orienter aussi d'avoir des exemples en pays tempérés. Et aussi, j'espère que eux, ils feront pareil avec moi, qui m'enverront pour les gens qui ont besoin de repères en climat tropical. Voilà. Un peu, ouais. Alors en France, apparemment, pour l'instant, la ferme la plus avancée, c'est la ferme des Malawi, que j'ai pas encore visitée. Mais apparemment, c'est une référence déjà. Voilà. Elle est où? Je sais pas encore. Je vais la visiter. Elle est en France. Elle est en France. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit exemple pour visualiser? Alors, je vais vous faire un petit exemple. Ah ben mince, il me faudrait quelque chose pour essuyer. Alors, comme il va me ramener quelque chose. Alors, je préfère vous montrer un exemple tropical parce que c'est ça vraiment, je l'ai expérimenté. Les pays tempérés, vous préférez un exemple de pays tempéré, mais par prudence, je préfère vous montrer un exemple tropical. Merci, merci. Ah, c'est pas forcément mieux.
Bon, ça ira, vous m'en voudrez pas. Hein. Ah, super. Un truc pour sécher. Est-ce que tu aurais quelque chose pour sécher? Parce que du coup... Ah, super. Kleenex, c'est bien. Top. Oh, Merci, les deux. Excuse-moi. Hein. Merci. Sinon, ça marche pas. Pas possible. Donc, un exemple en Guyane française, ce que j'ai pratiqué. Donc, on faisait des bandes de culture d'herbes. Après, des bandes... Non, une bande maraîchère, 2 bandes d'herbes. Et après, seulement des bandes d'arbres. Voilà. Les arbres, les légumes, les arbres et les herbes. Vous voyez? C'est un exemple. Et ils étaient espacés de 6 mètres. Donc les arbres faisaient un peu d'ombre aussi, j'imagine, à certains Voilà. moments. Voilà. Plus ça avançait, plus il y avait d'ombre. Donc moins on pouvait, à la fin, moins on pouvait cultiver de légumes. C'est comme ça. C'est le cycle. Hein? Il n'y aurait pas ce trappé arbustif dans Les arbustes, je les avais mis au bord, là. Voilà. Mais il y a plein de designs possibles. Sans le vouloir, on l'a fait. Formidable. Mais on ne gère pas comme ça. On plante, c'est un bois d'acacia. On fait des puits de lumière, tout ça. On plante tout ce qui peut tout ce qu'on peut trouver. Oui. Eh ben, Tout ce qui tient. les natifs, les indigènes, souvent, ils faisaient de l'agroforesterie, ils appliquaient des principes de syntropie. C'est comme la permaculture. Nos anciens, ils pratiquaient des principes de permaculture. Ce qui est nouveau, c'est juste le concept. Voilà. Et de synthétiser tout ça et de l'appliquer de manière efficace, quoi. Alors, par exemple, ce que je faisais dans mes planches de culture, admettons, tous les 4 mètres, je mettais un papayer. Je le symbolise comme ça. Voilà, on va dire comme ça. Hein. Ok. Ensuite, tous les mètres, je mettais un ananas. Ensuite, tous les mètres aussi, des 2 côtés, je mettais des maniocs. Voilà. Vous voyez, des 2 côtés. Donc, ça commence à se densifier déjà. Ouais. Ensuite, entre chaque manioc, je mettais un petit plant de tomate. Ensuite, entre chaque plant de tomate et manioc, je mettais un basilic. On va faire comme ça, ouais. Voilà. On va se faire juste un côté, d'accord? Et entre chaque plant de basilic et tomate, je mettais une salade. On va pas les mettre, d'accord? Entre chaque ananas, je mettais un petit gingembre. Voilà. Et entre chaque gingembre et ananas, je mettais un haricot grimpant. On va faire un petit trait comme ça, voilà. Comme ça, c'est bien. Voilà. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, d'abord, je plantais tout en même temps. Ce que je récoltais en premier, c'était les salades. Et après, ça libérait la place pour le basilic. Et après, je le récolte, ça libère la place pour les tomates. Les tomates poussent. Les gingembres, les maniocs, au bout d'un moment, ils vont étouffer la tomate. Mais la tomate a déjà donné un peu. C'est déjà bien.
Et puis, les gingembres, les maniocs, c'était des maniocs d'1 an. Donc après, je les récoltais et après, les ananas avaient toute la place. Entre-temps aussi, il y avait les haricots qui avaient grimpé et rampé sur les maniocs, donc qui donnaient des haricots. Donc eux, ils ont fini par disparaître le jour où j'ai récolté les maniocs. Donc j'ai laissé toute la place aux ananas et aux papayers. Ici, j'ai pu remettre en culture les bandes, les côtés. Et eux, après 1 an, voilà, après 1 an et demi, 2 ans, ils ont commencé à donner les ananas. Et les gingembres, c'est 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Et vous voyez, donc il y a eu comme un déroulement du début à la fin. J'ai produit. Et après, tu recommences. Et après, une fois que je récolte soit les ananas, soit je fais un KO et je recommence. Et il n'y a pas eu d'interruption de production et il n'y a pas eu d'interruption de photosynthèse. Voilà, donc le sol a continué à se régénérer. Voilà, c'est l'idée. Le moins possible d'interruption. Un design qui est fait pour qu'il y ait le moins possible d'interruption. Les fleurs, alors les plantes de service, on préfère ne pas les laisser fleurir parce que ça ralentit toutes les plantes autour. Par contre, les plantes de production, comme les tomates, oui, on les laisse fleurir. C'est nos plantes cibles. Donc, oui, on laisse quelques fleurs. Il y a de la pollinisation, il y a des abeilles. Oui, il y a des abeilles. Quand tu fais un KO, donc tu coupes tout, tu laboures ou tu touches pas au sol? Alors, on peut labourer. Alors, moi, ce que je recommande, par exemple, le côté maraîchage, oui, ça se laboure. Pour les légumes, il faut labourer souvent, oui. Et pour les arbres, c'est compliqué. Alors, une fois qu'on a fait le KO, on a tout coupé. Il faudrait dessoucher, faire venir des engins lourds. C'est compliqué, quoi, et ça détruirait tous les bénéfices. Alors, ce que je recommande, c'est surtout de tailler, de couper à ras. Et si jamais il y a des repousses, ça fait des plantes de service. Ça fait de la biomasse. On les taille. On finit par les épuiser. Et puis, entre nos arbres, une fois qu'on a tout taillé, à tout coupé, et là, on plante nos arbres, nos futurs arbres entre. Vous voyez? Comme ça, on n'a pas besoin de tout dessoucher. Ça, et en plus, d'un point de vue, j'imagine que la décomposition des souches, des anciennes souches, crée de l'humus. Exactement. Et puis, ça fait un pont aussi au niveau des champignons d'une génération à l'autre. Voilà, c'est ma recommandation. Au début, ouais, surtout au début. Ouais. Et au début, comme c'était un sol très pauvre, j'avais pas beaucoup encore d'abondance, et pas assez de matière organique. Par exemple, pour pailler les allées. Le paillage, l'idée c'est de le mettre dans les allées pour éviter le désherbage aussi. Voilà. À terme, on produit tellement de matière organique qu'on ne sait plus où la mettre. Donc on la met dans les allées. Voilà. L'idée à la terme, c'est de tout pailler, tout ce qu'on peut. Mais après, il n'y a plus de place. On a tellement densifié qu'il n'y a plus de place. Donc on la met dans les allées. Voilà. Donc pour en arriver là, ça veut dire qu'on a déjà bien travaillé en amont. Et après, on a très peu de désherbage à faire. Voilà. Et par exemple, on peut faire... voilà. 1, 2. On peut faire une ligne sur deux, une ligne plutôt fruitier, avec une strate haute et basse. Voilà, des bas. Et là, plutôt, on peut dire des émergents et strates moyennes. Voyez ? Haute et basse, émergents et moyens. Et du coup, ils vont bien se complémenter. Et là, on revient haut et bas. Et par exemple, là, ce serait des fruitiers, les hauts, les pommiers, admettons. Et là, émergent, on pourrait dire par exemple le paolonia. Des arbres pour le bois qui poussent vite et haut. Et le jour où on veut récolter nos arbres émergents pour le bois, hop, on les coupe,
et on les fait tomber tous dans le même sens, comme des dominos. Comme ça n'endommage pas nos fruitiers. Et le Paulownia, par exemple, il produit au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, on peut le récolter et on peut faire plusieurs cycles. On peut faire 3-4 cycles. On le fait tomber dans ce sens. Et après 50 ans, on peut se dire, bon, ok, les pommiers sont déjà bien produits. Hop, terminé. On refait un nouveau cycle. Par exemple, il y aurait plein de design à faire. Et c'est pour ça il faut faire des écoles en syntropie pour créer des designs, pour apprendre à créer des designs. Pour chaque région. Il faut des références, comme ça là, pour chaque région. Parce que suivant une région, c'est déjà plus les mêmes strates. Et donc, l'intérêt aussi de cette conférence, c'est aussi qu'en tant que consommateur, on comprenne ce que c'est que pour aider les agriculteurs syntropiques. Qu'on comprenne que l'agriculture syntropique, c'est plus bio que bio. Voilà. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on entend très très peu parler. En fait, c'est pas connu du tout. C'est lamentable. J'ai eu la chance de rencontrer une chercheuse à l'INRA qui est chargée de faire des recherches sur et l'agriculture syntropique, et les jardins forêts, et les vergers potagers. Elle est toute seule. Elle est toute seule à aborder le thème de la syntropie. L'INRA, en France. Ouais. C'est une Colombienne, ça fait 2 ans qu'elle est là. Elle est où? Quelle ville? Ah, ça, je sais plus quelle ville. Dans l'Ouest. Donc voilà, pourquoi la France n'investit pas massivement là-dedans? Question politique, de lobbying, etc. Quand tu vois ce qu'on Que des vit privés. aujourd'hui, tu vois bien. C'est que les privés qui font des jardins. Même déjà la petite agriculture, elle dérange. Alors je te dis pas ton concept. Hein. Alors, souvent, dans les conférences, on me fait glisser Ouais. vers les thèmes sociétals. J'y peux rien, moi. Moi, je vous partage le concept, un petit peu de technique. Après, effectivement, les techniques, on les a déjà, on n'est pas loin de les avoir. Il manque quelques références, mais ce serait vite fait. Les gros thèmes sont effectivement les thèmes sociétals. Voilà. Donc, il faut faire des réseaux et il faut avancer, même sans le gouvernement. Voilà. Il y a des fermes qui font. La ferme de Rabi, terre humanisme. C'est pas loin. Puis la Sainte-Marie de la Figure, comment ça s'appelle? Il y a aussi une personne qui fait. Oui, il y a plein. Alors, je ne dis pas cette copie, mais c'est la même chose quand elle en parle. C'est du privé, quoi. Au plus, on aura d'instabilité dans le climat, dans l'économie, au plus on va avoir besoin de créer des systèmes robustes, au plus on va tendre vers la syntropie. Naturellement. Et c'est ce qui se prépare, et donc naturellement, on va glisser vers ça. Voilà, donc si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, il y a Facebook et Instagram. Et puis pour ceux qui n'aiment pas les réseaux sociaux, mon mail aussi. C'est jardincoev.online. Et puis bientôt, je vais essayer de rediffuser la conférence sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui veulent la revoir.